Générique. Métropole polluée. Conurbations infinies. Mégacité dystopique. Notre réalité est-elle en train de rejoindre la fiction ? Ces jungles de verre et de béton, les architectures d'un mal-être contemporain. Sommes-nous devenus les prisonniers de villes antagonistes ? La moitié de la population mondiale réside aujourd'hui en zone urbaine. En 2050, ce chiffre devrait être de 70%. Mais s'agit-il d'un choix délibéré ou d'une forme de subordination ? Un événement récent pose la question. La pandémie mondiale de Covid et l'électrochoc qui s'est ensuivi, attisant le fantasme d'une suite qui s'impose dans l'imaginaire de l'être humain moderne. Qui n'a pas rêvé en effet de pouvoir mener une vie à l'écart des zones urbaines, dans un minuscule îlot de paix ? Une pulsion qui s'est développée dès le XIXe siècle sous la plume du philosophe Henry David Thoreau, prônant un retour à la nature alors que la société était en pleine mutation industrielle. Mais de nos jours, s'agirait-il davantage de se mettre au vert plutôt que de fuir simplement des villes devenues, comme l'écrivait l'architecte urbaniste Le Corbusier, inhumaines, hostiles à l'homme, néfastes à sa santé physique et morale. Une volonté d'évasion qui semble contrecarrée par les villes elles-mêmes, nous aimantant. Celles qui servaient jadis de moyens de défense, de lieux d'échange et de rencontres, se seraient-elles retournées contre nous ? Des super-organismes monstrueusement difformes dont l'objectif, comme l'affirmait le célèbre neurobiologiste Henri Laborit, serait leur propre survie à nos dépens. Ce que vous vous apprêtez à voir est un journal de bord rendant compte de mes explorations à travers ces cités antagonistes, réelles ou imaginaires, mettant en parallèle problématiques concrètes et actuelles avec des œuvres de fiction. Nous explorerons, au cours de ce premier voyage, comment les villes, grâce à une expansion débridée, noient leur population dans le marasme du tissu urbain. Resserrez donc vos lacets, ajustez votre pactage, mais surtout, souvenez-vous bien d'une chose. Vous n'êtes pas prêts. Je considère la recherche de livres, la découverte de nouveaux auteurs, comme faisant partie intégrante de mon plaisir de lecteur. Une sorte de quête qui m'amène tantôt à arpenter des autoroutes, ces zones bien connues et cartographiées que sont les grands classiques, tantôt à défricher des régions que peu d'autres ont foulées avant moi, faites de sentiers sinueux, voire de minuscules chemins à flanc de falaise. L'œuvre par laquelle germa dans mon esprit l'idée de cette vidéo appartient à cette catégorie. Une nouvelle oubliée qui s'intitule « La ville concentrationnaire », écrite par l'un des auteurs ayant le plus réfléchi sur cette notion de cité moderne écrasant l'individu, James Graham Ballard. La ville concentrationnaire raconte les mésaventures d'un étudiant obnubilé par une machine volante qu'il a conçue et qui se met en quête d'espace libre afin de l'essayer, englouti dans la densité d'une ville apparemment sans limite, hérissée d'immeubles dont nul ne sait le nombre d'étages. Un cas d'aliénation similaire à celui du protagoniste de La Tour, un épisode des Cités obscures, chef-d'œuvre de la bande dessinée de Schouten et Peters. Giovanni est un mainteneur. Il vit seul à un étage d'une immense tour dont il ne connaît même pas les dimensions exactes, chargé de l'entretien d'un secteur afin que l'édifice ne s'effondre pas. Face à sa détérioration progressive,
et guettant en vain depuis des lustres la venue d'un inspecteur, il décide d'entamer un périple vers les étages inférieurs, là où sont supposés vivre les fondateurs. Ce qui ne devait être au départ qu'une simple excursion va se transformer en voyage quasi spirituel et Giovanni, conditionné par son environnement à n'être qu'un maillon d'une chaîne, va se mettre en quête d'un sens à son travail et sa vie, écrasée par la vastitude du lieu. Un paradoxe qui est au cœur de toutes les villes que nous visiterons durant notre voyage. Des cités en expansion perpétuelle au point d'en devenir concentrationnaires. Une dualité que Julien Gracq, l'un des grands penseurs et écrivains français du XXe siècle, a résumée par une phrase. Le paradoxe urbain a un espace fini qui rend possible des trajectoires infinies. En d'autres termes, une ville doit permettre à ses habitants de se mouvoir dans toutes les directions sans contrainte. Un contre-exemple notable a récemment fait parler de lui. The Line, projet pharaonique débuté en octobre 2022 en Arabie Saoudite et dont le concept tient dans le titre. Une ville bâtie selon une ligne tracée dans le désert. Une résurgence futuriste d'un concept d'urbanisme qui l'est beaucoup moins, puisqu'apparu à la fin du 19e, celui de cité linéaire. L'impossibilité de se mouvoir dans toutes les directions, couplée à l'environnement hostile dissuadant les résidents de sortir, me rendent curieux du potentiel coercitif de ce projet totalitaire, parce que planifié de A à Z, d'une uniformité déshumanisante en plus d'être une vitrine douteuse. On rappelle que The Line se targue d'être une ville verte sans émission de CO2, tandis qu'elle nécessitera pour fonctionner un apport énergétique colossal. À cela s'ajoutent bien sûr les possibilités de surveillance et de contrôle que l'on entrevoit déjà grâce à sa morphologie. Tout cela couronné par un monumentalisme visant à refléter la puissance d'une monarchie autoritaire. Pour bien vivre, et quel que soit son environnement, l'homme a besoin d'espace et de repères tridimensionnels. On le voit dans la bande dessinée Le Transperce-Neige, où les derniers humains, survivants d'une apocalypse climatique, filent à bord d'un train, ville linéaire, où ils parlent de nord et de sud pour désigner, de façon un peu absurde, la tête et la queue de l'engin. Mais au-delà de la possibilité de se mouvoir librement, Julien Gracq attire aussi notre attention sur le fait qu'une ville doit avoir des limites pour permettre à ceux qui y déambulent de les franchir et voguer vers d'autres horizons, d'imaginer des lieux nouveaux. Une phrase de la ville concentrationnaire a à ce propos éveillé mon attention. « Il doit y avoir de l'espace libre quelque part », s'obstina Franz. « La cité doit avoir des limites ». Cette ligne de dialogue fut le déclic qui exonda de ma mémoire une autre œuvre. La ville a-t-elle seulement des limites ? C'est la question qui se pose tout au long de Blâmeux, chef-d'œuvre de Tsutomu Nihei qui, lui aussi, nous fait ressentir le vertige et la solitude d'une cité sans dimension. Le manga raconte la quête de Kili, parcourant une mégastructure dédaléenne où les derniers vestiges de l'humanité se terrent et s'efforcent de survivre. L'auteur fait ressortir leurs souffrances en les esquissant d'ailleurs de manière presque simpliste au regard de toute cette vastitude architecturale ultra détaillée, comme s'il ne dessinait ces êtres humains que d'après de vieux souvenirs, écrasés par le poids du béton et ses courbes brutalistes. Dans ces ruines archéopunk pleines de dangers, de couloirs labyrinthiques et d'espaces vides, la mission de Kili consiste à stopper l'expansion permanente de la ville causée par des machines
ayant échappé au contrôle de l'homme et ne cessant de bâtir de nouvelles structures dans une frénésie technologique aussi inutile qu'incontrôlable. Idée que l'on trouvait déjà dans le court-métrage d'animation Stopper le travail par l'auteur d'Akira, Katsuhiro Otomo, dans lequel un inspecteur des travaux se voyait chargé par ses supérieurs de mettre fin au chantier d'une immense ville que les robots, programmés pour accomplir leurs tâches, s'évertuaient à poursuivre de façon absurde. Il y a donc à travers ces œuvres la dénonciation de villes que leur vastitude ou expansion programmée a rendues inhumaines. Nous cherchons à fuir des zones urbaines qui s'étendent toujours plus loin et nous devancent dans notre fugue, rognant sur des terres autrefois sauvages, aujourd'hui arables ou simplement constructibles. Alors, comment ces villes antagonistes aux origines mystérieuses dans les œuvres citées précédemment en sont arrivées là ? Comment et pourquoi nos villes se sont-elles mises à enfler ? Au début du XXe siècle, une avancée technologique est venue bouleverser leur agencement organique. L'automobile. Tandis que les habitants avaient été jusque-là contraints de vivre à proximité de leur travail, cette invention leur permit de s'en éloigner, ce qui entraîna une expansion urbaine sur les campagnes limitrophes. Apparurent alors des villes dites planifiées ou nouvelles, c'est-à-dire bâties ou agrandies d'après des plans définis à l'avance selon la doctrine prônée par la Charte d'Athènes de 1931, un texte qui a formaté les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui et reflète la vision parfois jugée totalitaire d'un homme dont on parlera dans une seconde vidéo, le Corbusier. Les villes se mirent ainsi à grossir et proliférer à une échelle inhumaine, car soumises aux diktats de nos moyens de transport. Il en résulta des cités aseptisées, cernées par des ronds-points et tracées selon des grilles afin de faire face notamment à une de nos plus grandes problématiques contemporaines, celle des flux. Des flux dont il suffit d'en couper un pour que nos géantes aux pieds d'argile vacillent. L'histoire nous en fournit de nombreux exemples, dont le plus notable est peut-être la chute de Rome, très dépendante de ses provinces, en termes de nourriture notamment, et dont la dégradation progressive du réseau accéléra son déclin. Contre-exemple notable, les cités mayas survécurent des siècles durant grâce à la production agricole locale. On trouvait ainsi des champs et des fermes au pied même des temples. Ces mêmes temples, ironiquement futurisés dans la décadente Los Angeles de Blade Runner. Cette dépendance, la fiction nous l'a surabondamment montrée avec de terrifiantes projections. Faisons un petit saut de puce de 12 années-lumière sur Tao Ceti Central, au cœur des Cantos d'Hyperion. Une conglomération de dizaines de milliards d'habitants reliant plusieurs villes en une seule par des portails appelés Farcasters. La prévalence des flux a ici été poussée à son paroxysme et l'on n'est guère surpris qu'au cours d'un événement appelé la chute, durant lequel les fameux téléporteurs devinrent inutilisables, l'approvisionnement de la cité fut impossible, ce qui entraîna une terrible famine, celle-ci ne disposant d'aucune agriculture locale. Un exemple très actuel de cette perte d'autonomie alimentaire est celui de notre capitale avec son projet du Grand Paris. Une forme d'urbanisation que l'on pourrait qualifier de top-down, c'est-à-dire décidée sans concertation réelle avec les premiers intéressés,
la population, voire même dans certains cas, contre sa volonté. J'ai personnellement grandi juste à côté du plateau de Saclay, transformé dans le cadre du projet en zone d'activité industrielle. En quelques années à peine, j'ai assisté à la bétonification ultra-intensive de ce qui était autrefois une vaste étendue agricole très fertile, faisant perdre à notre capitale un peu plus de son autonomie alimentaire, sans parler de la détérioration du cadre de vie pour les habitants des communes concernées. Cette soif de croissance qui anime nos villes est donc destructrice, impliquant souvent de faire table rase sur l'environnement préalable. Un environnement qui peut être d'abord naturel. Il survient alors un dilemme entre praticité et préservation écologique. Dilemme que j'ai fortement ressenti dans le jeu vidéo Death Stranding. Nous parlions jusque-là d'expansion frénétique des villes. Dans l'œuvre de Hideo Kojima, celle-ci s'effectue en pointillé, à distance. Suite à un mystérieux événement ayant conduit à une forme d'apocalypse, le joueur qui incarne un porteur, une personne dont le travail consiste à effectuer des livraisons entre les différentes communautés éparses de survivants, se voit confier la mission délicate de rétablir les connexions entre les différentes cités bunkers grâce à un réseau invisible appelé Chiral. L'aspect intéressant du jeu est qu'il vous offre la possibilité de dompter ou non la nature. Vous pouvez fort bien inonder l'environnement de structures qui faciliteront grandement vos trajets et donc les flux de marchandises, routes, ponts, tyroliennes et j'en passe. Mais le revers de la médaille est que plus vous vous faciliterez ainsi la progression et plus vous défigurerez l'environnement magnifique du jeu et aurez donc moins de plaisir à y déambuler ou même la possibilité d'y vivre des aventures. C'est un dilemme que j'ai trouvé fascinant parce qu'il résume la problématique de notre société contemporaine, tiraillée par la tyrannie des flux où le pragmatisme l'emporte trop souvent sur l'esthétique. Tout bêtement, souvenez-vous de la polémique sur l'abattage des platanes au bord des routes françaises afin de limiter les risques d'accident. Sur une note personnelle, je me souviens d'avoir ressenti une grande tristesse lorsque mes parents, face à la multiplication des cambriolages dans notre quartier, abattirent l'épais rideau d'arbres au fond du jardin qui occultait la maison aux yeux du voisinage. Deuxième point, cet environnement sur lequel la ville antagoniste empiète peut être culturel et historique, comme ce fut le cas de la ville de Bruxelles, dont un épisode des Cités obscures raconte un événement notable. Sa transformation par la seule volonté d'un petit nombre d'individus au pouvoir, désireux d'imposer leur vision futuriste et totalitaire. L'épisode est basé sur de vrais travaux d'urbanisation qui eurent lieu de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au début du XXe, lorsque la ville entreprit d'assainir le fleuve qui s'y écoulait depuis toujours, la Seine, pour des raisons de salubrité. Ce titanesque chantier de voûtement eut un impact énorme sur l'apparence de la ville, et s'il est indéniable qu'il permit d'améliorer ses conditions sanitaires, cette pulsion hygiéniste des autorités, qui leur servit également de prétexte pour chasser au passage les populations défavorisées qui vivaient dans les quartiers concernés, au profit de classes supérieures, ensevelit dans son sillage un pan entier du patrimoine de la ville. Que cet environnement sur lequel les villes empiètent soit naturel ou historique, il n'en demeure pas moins qu'un lien affectif fort existe entre lui et l'habitant. Nous éprouvons un besoin naturel de nous rattacher à des choses concrètes, une graduation dans le temps, des repères dans notre environnement quotidien. Or, à l'échelle d'une vie, le paysage urbain évolue vite, parfois de manière si brutale qu'il en résulte un traumatisme. De nos jours, à l'heure des intelligences artificielles et nanopuces, certaines villes, à force de table rase,
finissent même par en devenir génériques. Si vous vous demandez ce qui se cache derrière cette étiquette, laissez-moi vous répondre par une question. Seriez-vous capable de me citer les villes que vous êtes en train de voir ? Non ? De me dire le pays auquel elles appartiennent ? Toujours pas ? Le continent peut-être ? Non. Eh bien, c'est précisément cela, une ville générique. Un endroit débarrassé de marqueurs culturels et historiques, aussi impersonnel et aseptisé qu'un aéroport. On doit l'appellation de ville générique à l'architecte Rem Koolhaas, qui voit en elle des zones urbaines devenues, je cite, aussi transparentes que des logos, si envahissantes qu'elles rampent jusqu'à nos campagnes, des lieux de sensations faibles et distendues, d'émotions rares et espacées, en clair, des lieux que subissent leurs habitants en perte d'identité et de repères. Des repères qui peuvent être une chose aussi triviale qu'une rangée d'arbres et leur abattage susciter de la mélancolie pour peu que l'on avait l'habitude de les contempler en ouvrant sa fenêtre le matin. Quelles sont les différentes formes que peuvent adopter ces villes en quête d'expansion ? La littérature, le cinéma ou la bande dessinée nous fournissent des exemples nombreux de cette voracité. Devenues parfois de simples maillons de la chaîne alimentaire, les villes, dans leur frénésie prédatrice, se mettent en mouvement pour s'entre-dévorer. Les plus petites, des proies faciles, se trouvant alors contraintes pour survivre de redoubler d'ingéniosité et surtout de vitesse. C'est ainsi que je visitais la Locomopole de Londres, une des villes en mouvement les plus célèbres et dangereuses des livres, Mécanique fatale. On y retrouve une doctrine de darwinisme municipal. Une quasi-religion prônant l'idée qu'il n'est pas naturel pour une ville de rester immobile. C'est ainsi que, suivant la loi du plus fort, les villes les plus grosses mangent les petites afin de s'approprier leurs ressources. Une métaphore, selon moi, parmi les plus originales. Dans notre réalité également, certaines villes résistent afin de ne pas être ingérées par les métropoles voisines. C'est le cas de Berkeley, aux États-Unis, cité universitaire connue pour son esprit progressiste qui, face à la pression exercée par San Francisco, a su imposer des mesures drastiques de contrôle de son urbanisation ainsi qu'un encadrement des loyers afin d'éviter la gentrification et ainsi préserver son identité. Cette expansion des villes peut s'effectuer à l'horizontale, rognant, comme on l'a vu, sur les campagnes et communes périurbaines, ou bien en jaillissant du sol à la verticale. Ces dernières, très courantes dans le genre de la science-fiction, en raison des moyens techniques nécessaires à leur édification, tendent à mettre en exergue les inégalités sociales, tandis que les villes horizontales ont davantage un parfum d'aventure. Les protagonistes disposent d'une surface considérable à explorer, par opposition aux secondes, où l'action aura tendance à être regroupée dans des lieux précis. Le titanesque bâtiment d'une mégacorporation, la ziggourate d'un chef suprême. L'une des villes horizontales les plus frappantes de la littérature est sans nul doute la conurbe. L'immense conurbation au cœur de Neuromancien de William Gibson, le père du mouvement cyberpunk, ayant inspiré des films comme Matrix ou le jeu vidéo Cyberpunk 2077, dont Night City est d'ailleurs un autre exemple de ville horizontale et qui tire une grande partie de ses références du livre, au cas où vous vous seriez déjà demandé d'où venaient des expressions telles que « très plat ». La conurbe, the sprawl en version originale, qui signifie, je vous le rappelle, étalement,
est un terme technique d'urbanisme, l'urban sprawl, désignant une forme d'étalement urbain englobant plusieurs villes jusqu'à former une conurbation, justement. La conurbe s'étend sur la côte est des USA, de Boston à Atlanta, en passant par New York. Elle est le parfait exemple d'un urbanisme débridé, mais polycentré, c'est-à-dire disposant de plusieurs grands centres, une vaste superficie horizontale qui peut donc être utilisée comme terrain de jeu pour y faire vivre des aventures aux personnages. Dans notre réalité, Tokyo est souvent considérée comme la plus importante conurbation existante, la capitale japonaise ayant englouti au fil des décennies les préfectures voisines de Chiba, Saitama et Yokohama. Los Angeles a fait de même avec les villes de Santa Ana, Anaheim et Long Beach qui font désormais partie intégrante de son agglomération. Mais la cité horizontale à m'avoir le plus marqué au cours de mes voyages est sans nul doute l'Interzone, un pays fictif situé en Afrique du Nord et qui est au cœur du roman culte de William Burroughs, Le Festin nu. Il s'agit d'un écheveau de ruelles pouvant rappeler la ville de Tanger et proche, selon l'auteur, d'une représentation du cerveau humain. Cet univers étrange, non linéaire et qui semble se plier aux fantasmes de ceux qui le traversent, est une sorte de zone frontalière servant de point de passage d'une réalité à l'autre. Elle déborde d'une population mystérieuse, parfois interlope, souvent déviante, et va servir de décor aux différentes histoires hallucinées que nous sert Burroughs dans son festin. Enfin, si le genre de la SF englobe par nature la majeure partie des mégacités que nous connaissons, il existe quelques contre-exemples notables. Comment pourrais-je refermer le chapitre sans évoquer la mystérieuse Nessus, capitale du monde décrit par Gene Wolfe dans L'ombre du bourreau. Une ville si vaste que les habitants des différents quartiers ignorent à peu près tout les uns des autres, de même avec les différentes guildes qui d'une tour, d'un bastion ou d'une citadelle à l'autre ne connaissent rien des activités de leurs voisins, ce qui emplit le récit d'un parfum de mystère, selon moi inégalé dans le genre de la fantasy. Une narration par l'environnement, ou soft world pour reprendre un terme à la mode, qui contribue à créer un univers d'une richesse évocatrice sans précédent. Parlons maintenant de cités antagonistes verticales, dominées par de hautes tours, souvent reliées entre elles. Si dans les villes horizontales, la ségrégation se fait davantage par quartier, dans les villes verticales, riches et pauvres vivent dans le même immeuble, sauf que la population favorisée réside en haut, tandis que les pauvres croupissent en bas, à l'ombre des hautes structures mégalithiques, là où il y a le moins de soleil, où l'oxygène est de moins bonne qualité, et où les déchets, fruits des étages supérieurs, s'agrègent. Des concepts que la fiction a abondamment repris, comme c'est le cas de High Rise par James Graham Ballard, toujours lui, ou encore de façon plus originale dans Monades urbaines par Robert Silverberg. Monade qui vient du latin monadis, chose formant une unité. Un concept qui s'étale tout au long de ce recueil d'histoires courtes, où l'essentiel de la surface terrestre est accaparé par la production agricole et où les humains s'entassent dans d'immenses structures verticales appelées monades, culminant à 3000 mètres et fortes d'1 millier d'étages. Il existe une forte rivalité d'un immeuble à l'autre, notamment autour du taux de natalité, véritable obsession des habitants, car plus l'on a d'enfants et plus l'on est respecté. Les étages sont groupés en blocs selon les professions de leurs habitants et portent des noms de villes d'autrefois. Il existe certes une hiérarchie et ségrégation verticale forte, puisque les ouvriers vivent en bas et les dirigeants en haut, mais l'originalité du livre vient du fait que pour effacer toute frustration, les notions de propriété et d'intimité ont presque totalement disparu.
Beaucoup d'habitants vivent ainsi dans de simples dormitoires, de vastes espaces sans cloison, où chacun se lave, fait ses besoins, ou a des rapports intimes à la vue de tous, et a la liberté d'aller et venir chez les autres pour coucher avec une autre personne par exemple. Je rappelle que le livre a été écrit à la fin des années 60, en plein mouvement hippie et libération sexuelle. Une forme d'utopie appliquant néanmoins une politique de tolérance zéro envers ces réfractaires, comme on va le découvrir au fil de notre lecture. Si, à mon sens, il n'existe pas encore dans la réalité de ville verticale au sens que je viens de lui donner, certaines en prennent dangereusement le chemin, tel Mumbai. Mais d'un point de vue pratique, il serait d'abord intéressant de se demander pourquoi construit-on à la verticale. Il s'agit le plus souvent d'une problématique d'espace. Hong Kong en est un parfait exemple. Entourée par la mer et les collines, la ville ne peut s'étendre à l'horizontale et rogne donc vers le ciel. Si l'on ajoute à cela le fait que l'État soit le principal propriétaire foncier de la région, une région qui, je le rappelle, dispose d'une fiscalité très basse, on comprend que la location de ces terrains par un système de bail sur le long terme soit une méthode de contrôle de son développement, ainsi qu'une source de revenus majeure à défaut d'impôts élevés. Un contexte que les politiques ont donc tout intérêt à maintenir en l'état. Le marché immobilier de la ville est ainsi l'un des plus élevés au monde, une situation que la population subit de plein fouet. La plupart des habitants réduits à vivre dans de minuscules appartements. Cette crise du logement, l'un des vecteurs sous-jacents des manifestations de 2019, a fait de Hong Kong l'une des villes les plus densément peuplées au monde et un exemple de métropole où les politiques influent sur sa morphologie tout en exacerbant les inégalités sociales et donc la compétitivité entre les individus, ce qui permet à la ville antagoniste de perdurer grâce à la consommation mêlée à une surveillance de masse. Des points que nous aborderons en détail dans la seconde partie du voyage lors d'une future vidéo. Ces villes antagonistes, qu'elles soient horizontales ou verticales, ont donc un point commun. Une surpopulation. Cette problématique est au cœur de nombreuses œuvres, mais rares sont celles qui l'ont abordée de manière originale. C'est le cas de la nouvelle Folding Beijing de Hao Jingfeng, dans laquelle la capitale chinoise, surpeuplée, est séparée en 3 quartiers, chacun correspondant à une couche sociale. L'originalité vient du fait que les habitants de ces 3 couches ne se croisent jamais, la ville switchant, grâce à un dispositif titanesque, d'un quartier à l'autre, afin que chacun puisse tour à tour profiter du confort et de l'espace, pendant que les autres demeurent plongés dans un sommeil forcé, avec leurs blocs enfouis sous terre. Sans surprise, la minorité riche dispose de plus de temps à la surface que les autres. La cause de notre mal-être au cœur de ces villes antagonistes serait donc en partie due à leur obésité difforme. Le généticien John B.S. Haldane étend l'analogie entre une ville et un organisme vivant avec l'idée que s'il existe une taille optimale pour chaque animal, il doit en être de même pour chaque institution humaine. Un concept qui se raccorde à celui de l'économiste Leopold Kohr, selon lequel, partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. Ce concept de gros, Rem Koolhaas l'appelle « bigness », en allusion à ces structures démesurées qui fleurissent en ville et finissent par devenir la ville elle-même. Je cite, « La rue est devenue un résidu, un outil d'organisation, un simple segment du passé métropolitain continu où les restes du passé rencontrent les équipements du présent dans un face-à-face gêné. » Si nous avons jusque-là visité des métropoles et conurbations immenses, laissez-moi maintenant vous parler de villes auxquelles cet adjectif ne suffit même plus.
Lorsque la Terre devient un frein à la croissance démesurée des villes, celles-ci, pour survivre, s'établissent parfois, carrément, dans l'espace, là où elles poursuivent leur expansion envers et contre tout. L'environnement hostile induit par le vide confine les habitants à l'intérieur de stations futuristes. Mon exploration me conduisit d'abord sur Point Central, station Alpha, décrite dans la bande dessinée Valérian et Laureline. Avec sa population de 30 millions d'habitants, ce qui n'était au départ qu'une simple station spatiale est devenu, avec les ans, la capitale de la galaxie. Je me rendis ensuite sur Cérès, au cœur de Leviathan Wakes, qui, malgré les centaines de millions de kilomètres qui la séparent de la Terre, n'échappe pas aux problématiques de nombre de nos villes antagonistes, à savoir une dépendance totale à l'extérieur, dans son cas précis, en air et en eau tout particulièrement. Enfin, comment pourrais-je conclure cette première vidéo sans évoquer la forme la plus radicale d'expansion d'une ville ? Car, non contentes d'être parvenues à dominer l'environnement, les villes antagonistes en arrivent parfois à engloutir la totalité du monde qui les abrite. Elles deviennent alors des écuménopoles. Une écuménopole est ce qu'on appelle une ville-planète, le mot venant du grec oikoumene, monde, et polis, ville, ou en latin, écumène, la terre habitée. Un terme qui sera repris par l'auteur Ursula K. Le Guin pour en faire le nom de la confédération multiplanétaire au centre de sa grande saga, le cycle de l'écumène. Ces villes-planètes qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne sont pas toujours liées à un univers de science-fiction, poussent à leur paroxysme toutes les grandeurs et faiblesses de nos cités actuelles. C'est ainsi que je visitais Trantor, généralement considérée comme la première écuménopole, celle qui a influencé toutes les autres. Trantor, planète capitale d'une galaxie aux mains depuis des millénaires d'une dynastie d'empereurs, est l'exemple parfait d'une centralisation absolue du pouvoir. Sa surface est intégralement couverte de buildings et ses niveaux souterrains s'enfoncent si loin dans le sol que ses habitants peinent à situer la surface originelle de la planète, instillant un parfum claustrophobique lié à la perte de repères dimensionnels que l'on a déjà évoqué. À l'époque où je la visitais, la ville était en proie à une vive agitation due aux découvertes récentes d'un certain Harry Seldon qui prétendait que la chute de l'Empire était inéluctable, en partie pour des raisons que nous avons nous-mêmes évoquées au cours de cette première vidéo. Craignant que cette chute n'arrive bien plus tôt que prévu, je décidai de m'enfuir. Durant cette première étape du voyage à travers les cités antagonistes, nous avons examiné comment leur expansion vertigineuse transforme notre environnement et, par voie de fait, nos vies. Dans notre prochaine exploration, nous nous infiltrerons au cœur même de ces villes pour observer à la loupe leur mécanique coercitive. Nous étudierons entre autres comment l'urbanisme et des figures telles que le baron Haussmann ou le Corbusier ont ouvert, peut-être malgré eux, la voie aux méthodes de contrôle et dérives de surveillance de la population que l'on connaît aujourd'hui, que la fiction a abondamment dépeint, et où chaque angle de rue devient l'œil d'un réseau de caméras et la ville antagoniste une entité omnisciente.
En guise de point final, permettez-moi de citer Gene Wolfe et la dernière phrase de son roman « L'ombre du bourreau ». Ici, je fais une pause. Si tu ne souhaites pas aller plus loin en ma compagnie, lecteur, je ne saurais te blâmer. Le chemin n'est pas facile. Merci.